C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, actualisation des modalités de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire en République du Bénin. C'est ce qu'a décidé le gouvernement béninois lors du traditionnel Conseil des ministres de ce mercredi. Sous l'égide du chef de l'État, Patrice Talon, d'autres décisions ont également été prises. On fait le compte-rendu dans ce journal. C'est la rentrée pour les nouveaux bacheliers à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Les étudiants de première année découvrent leur nouvel environnement académique marqué par la curiosité, la motivation et l'enthousiasme. Vous suivrez dans quelques instants les impressions de quelques étudiants qui apprécient déjà l'ambiance de ces premiers jours. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roumbeji, a officiellement déclaré son soutien au ministre d'État Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle à l'élection de 2026. C'est à travers une déclaration rendue publique ce mardi 28 octobre 2025. Après Nicéphore Soglo, Ousmane Batoko, c'est au tour de Maître Adrien Roumbeji d'apporter son soutien au duo Wadagni-Talata. La substance de ses propos dans cette édition. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Le pasteur Edgar Gidibi est désormais derrière les barreaux. Interpellé le 22 octobre 2025 et placé en garde à vue pendant une semaine à la brigade criminelle, Edgar Gidibi a été présenté hier mardi au parquet spécial de la Cour spéciale des affaires foncières. Son épouse, concernée dans la procédure, est placée sous contrôle judiciaire. Face aux éléments retenus contre lui, il a été placé sous mandat de dépôt. Selon les informations, d'autres plaignants potentiels pourraient saisir directement le juge d'instruction de la CESAF pour se constituer en partie civile. Le gouvernement du Bénin a tenu ce mercredi 29 octobre 2025 son traditionnel Conseil des ministres sous l'égide du chef de l'État Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République. Plusieurs décisions ont été prises lors de la séance, dont l'actualisation des modalités de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire en République du Bénin. D'autres décisions ont également meublé les mesures normatives de ce Conseil des ministres. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roumbeji. En point 1, incorporation de la zone forestière de Séri au complexe du parc national de la Pendjari. Cette zone connaît une dégradation inquiétante due à l'installation incontrôlée de champs de culture, l'exploitation clandestine d'essences forestières, le braconnage et autres pratiques nuisibles à la préservation de la nature. Du fait de ces incursions, la superficie de cet espace protégé s'est réduite,
passant d'environ 1250 km² en 1996 à 553 km² en 2019, soit une régression de plus de 54% en 23 ans. Or, l'état de destruction continue de la zone compromet l'intégrité écologique de l'ensemble du complexe Pendjari et menace son statut de réserve de biosphère inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Ce périmètre, de grande valeur écologique, comporte d'une part un écosystème forestier atypique dont la diversité biologique et les habitats naturels en font une extension du parc national de la Pendjari. Elle abrite d'autre part une faune diversifiée de grands mammifères tels que les damalisques, les éléphants, les buffles et les bubales. On y rencontre également des carnivores de prestige comme le lion, le léopard et l'hyène tachetée. L'autre atout non moins important est que cette aire géographique constitue un corridor de migration d'espèces fauniques tel qu'il a été observé à des périodes données. Le Conseil, tenant compte de l'aboutissement du processus participatif engagé depuis 2018, qui a consacré l'adhésion des communautés riveraines et des autorités locales, a décidé de prendre les mesures appropriées pour sa préservation et sa protection par son intégration totale au complexe de la Pendjari. Le ministre chargé du développement durable accomplira, en lien avec les autres ministres concernés, les diligences nécessaires à cette fin. En point 2, actualisation des modalités de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire en République du Bénin. Au terme de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, l'assurance maladie est obligatoire pour toute personne résidant sur le territoire national. Les modalités de sa mise en œuvre avaient déjà été précisées par le décret numéro 2023-327 du 21 juin 2023. Cependant, l'imminence de la généralisation de l'assurance maladie a rendu nécessaire l'actualisation de ces tests réglementaires aux fins d'intégrer à la liste des bénéficiaires à la charge de l'État les enfants référés par les structures publiques dans les centres de protection de l'enfant, les personnes en situation de mendicité et les malades mentaux. Aussi, le panier de soins de base a-t-il connu un réaménagement avec l'ajout d'autres affections courantes. Enfin, le décret apporte des précisions sur les sanctions encourues par les contrevenants. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État, gestion 2024. Intégration des prêteurs alternatifs à la plateforme électronique de partage des informations sur le crédit en République du Bénin. Approbation des statuts modifiés de la Société nationale des eaux du Bénin. Réglementation de la profession de guide de tourisme en République du Bénin. Approbation de la nomenclature des activités et des produits du tourisme en République du Bénin. Autorisation de l'augmentation du capital social de la Société de production audiovisuelle SA par rapport en nature. Mise en place et gestion du compte satellite du tourisme au Bénin. Conditions et modalités d'établissement des documents d'identification des personnes physiques, puis le décret définissant les modalités pratiques de l'enregistrement dérogatoire des faits d'état civil. Dans le registre des communications, le gouvernement a décidé également du remboursement du solde de cotisation pour pension de retraite au profit de 504 ex-agents militaires partis volontairement des armées et ayant accompli moins de 15 ans de service. Des précisions, toujours avec le porte-parole du gouvernement. En point 1, remboursement du solde de cotisation pour pension de retraite au profit de 504 ex-agents militaires partis volontairement des armées et ayant accompli au moins 15 années de service. À la suite d'une réclamation formulée par l'Association des agents partis civils et militaires de la fonction publique, le remboursement de la dite cotisation pour pension de retraite avait commencé en 2015 avant d'être suspendu par une réquisition judiciaire. Au terme des opérations de paiement effectuées par le greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou,
Il ressort que seulement 331 agents sur les 835 ont pu être satisfaits. Afin de permettre à ceux d'entre eux encore en attente de rentrer en possession de leur dû, soit 504 agents, le Conseil a marqué son accord pour la mise à disposition des ressources nécessaires en vue de clôturer ces remboursements. En point 2, actualisation du projet d'aménagement et de bitumage de la route Vacan à Vagboji à Guégué. Ce projet comprend à sa conception des travaux de terrassement, de chaussée, de revêtement et d'assainissement sur un linéaire de 13 km 2. Il intègre également la construction d'un pont de 100 mètres de portée sur le fleuve Wémé pour y relier l'agglomération centrale des Agégués. Le taux d'exécution physique est actuellement de 68% en raison de plusieurs difficultés d'ordre technique et opérationnel identifiées en cours de réalisation qui n'ont pas permis son achèvement dans le délai imparti. De ce fait, il devient évident de procéder à l'actualisation du cahier des charges avant la poursuite du chantier aux fins de garantir la qualité, la durabilité et la fonctionnalité de l'ouvrage. Celle-ci prendra en compte les modifications techniques au dossier de base dans les limites du contrat initial, de même que les travaux additionnels et confortatifs en dehors du périmètre d'exécution initial. Le Conseil a marqué son accord pour l'actualisation de la consistance du projet. En point 3, mise en œuvre des plans d'action de réinstallation et autres commodités dans le cadre de la construction des lycées techniques agricoles, des lycées techniques professionnels, des lycées scientifiques, du lycée de jeunes filles d'Abomey et des écoles normales supérieures scientifiques. La mise en œuvre de ces différents projets va nécessiter des acquisitions de terres, entraîner des déplacements de population, la délocalisation d'activités économiques, autant qu'elle pourrait réduire ou créer des restrictions d'accès aux ressources pour certains ménages, compte tenu des risques de conflits fonciers entre diverses communautés. C'est pourquoi la prise en compte des préoccupations concernant les personnes affectées par les projets, de même que les questions d'ordre environnemental, constitue un préalable important qu'il convient de résoudre en vue de faciliter la libération des emprises et l'exécution harmonieuse des infrastructures. Le Conseil s'est prononcé en faveur de la contractualisation avec divers cabinets chargés de réaliser ces plans d'action de réinstallation et autres commodités concourant à la bonne conduite des projets. En point 4, maîtrise d'œuvre complète du projet de rénovation du centre de formation au métier de percussion de Médédionou dans la commune d'Adjara. La rénovation du centre vise à offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux jeunes béninois pratiquant les métiers de percussion et participe du renforcement de l'offre touristique de notre pays. Les travaux à engager consistent en la rénovation complète de la salle d'exposition, l'augmentation de la capacité d'accueil de la terrasse de même que du podium. Sont également prises en compte la réfection du bâtiment principal et de la cantine, la réalisation des aménagements extérieurs et VRD, des rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Le Conseil y a marqué son accord et instruit les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires pour cette remise en état. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 30e conférence des parties COP30, à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au Brésil, puis à la 23e édition de la Conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique du 3 au 8 décembre 2025 à Accra, au Ghana. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, collaborateur à la direction de la codification et de la législation, M. Justin Yadelin Seglé. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, directeur adjoint de cabinet, M. Adéotan Jean-Paul Adébolou. Directeur des systèmes d'information, M. Seton Pascal Gelaz Lokono. Au ministère de la Santé, directeur général du centre hospitalier départemental de la Donga,
M. Mesme Alimassou Tolidi Totin. Je l'annonce au sommaire de cette édition, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedji, a officiellement déclaré son soutien au ministre d'État Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle à l'élection de 2026. Mais après Nicéphore Soglo, Ousmane Batoko, c'est au tour de Maître Adrien Humbedji d'apporter son soutien au duo Wadagni-Talata. Dans une déclaration rendue publique ce mardi 28 octobre 2025, le leader de l'ex-parti du Renouveau démocratique PRD a justifié son choix par la compétence, l'expérience et la vision du candidat qu'il considère comme le mieux préparé à succéder au président Patrice Talon. Selon Maître Humbedji, des deux candidats validés par la Cour constitutionnelle, Romuald Wadagni est indiscutablement le plus qualifié pour occuper la fonction présidentielle. Le ministre d'État a su, en 10 ans de service ininterrompu aux côtés du chef de l'État, démontrer ses aptitudes à la gestion publique et à sa fidélité à la cause nationale. Il a acquis l'expérience nécessaire à la gestion politique pour avoir servi son pays 10 ans durant et sans discontinuer aux côtés du chef de l'État, a-t-il affirmé. Il n'a pas manqué de relever le rôle important, voire décisif, joué par Romuald Wadagni dans la mise en œuvre des réformes économiques et sociales du gouvernement Talon, se montrant confiant dans la capacité de Wadagni à poursuivre l'ordre du gouvernement actuel. Maître Adrien Humbedji a aussi appelé à un engagement renouvelé en faveur de la démocratie. Pour Adrien Humbedji, le ministre d'État incarne la continuité d'une génération formée dans l'esprit de la conférence nationale, mais également la promesse d'un avenir plus inclusif et équitable pour les Béninois. Dans un autre registre, à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, c'est la grande rentrée pour les nouveaux bacheliers. Les étudiants de première année découvrent le nouvel environnement académique marqué par la curiosité, la motivation et l'enthousiasme. Quelques-uns apprécient déjà l'ambiance de ces premiers jours et partagent leurs impressions. Suivons-les ici au micro de Morissette Semasoussi et Elisabeth Iladja. D'hier à aujourd'hui, moi j'ai assez apprécié, je dirais. J'aime bien l'ambiance avec mes camarades et tout. De base, on ne se connaissait pas, mais on s'est beaucoup rapprochés en 2 jours à peine. Franchement, je sens qu'au fur et à mesure que l'année avancera, ça ira bien. Et avec les professeurs, c'est pareil, les cours sont bien expliqués. J'ai beaucoup de facilité à comprendre et j'aime beaucoup l'ambiance, la manière dont c'est expliqué. La relation avec les professeurs est plutôt pas mal. Par exemple, hier, on a fait un cours d'anglais et je vous assure que c'est la première fois que j'apprécie autant un cours car il y avait l'ambiance, mais il l'enseignait d'une façon à ce que tout un chacun puisse comprendre sans discrimination et ça, c'était super. D'hier à aujourd'hui, on s'est bien familiarisé et tout se passe bien et il y a beaucoup d'ambiance. Ça, je l'apprécie. C'était pas mal du tout. C'était pas mal. Les profs sont géniaux. Tout est tout, on comprend bien. Les cours se passent très bien avec les profs, c'est agréable et tout. Au début, on ne s'était pas vite familiarisé, il n'y avait pas d'affinité entre nous. Mais au fil du temps, on a appris à se connaître et tout. Restons toujours dans les locaux de l'université ESAE. C'est un moment d'émotion et de recueillement pour la grande famille universitaire. Ce week-end, parents, amis, collègues et connaissances sont accompagnés à sa dernière demeure. Eugénie Toudonou, épouse de Athanase Toudonou, directeur des études de l'ESAE. Retour sur ces moments avec Romaric Djessougoubenou. Il est un peu plus de 20 heures dans la maison mortuaire, ici, à Tiangpamé, à Akpakpa. C'est la veillée eucharistique de Dame Eugénie, épouse Toudonou. Sous la bâche, des chaises sont disposées. Proches, amis et connaissances se sont rassemblés pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Ici, le temps semble suspendu. Entre chants, prières et larmes, chacun exprime à sa manière la douleur de son départ.
Mata donu Jésus do. Akluno. Eyi akodo fiwe o. Noviche na kuwa. Loa din desuwa. Unywe dodo do. Abianu debu do mau siya. Mau nanawi. Jésus dani doji. Novito e nafon. Autour du cercueil, quelques amis disent leurs prières. Pour beaucoup, cette veillée n'est pas seulement un moment de tristesse, mais aussi d'hommage. Au petit matin, le silence revient. La messe des obsèques a réuni fidèles, parents et connaissances à l'église catholique Sainte Trinité d'Avotrou. Dans une ambiance mêlée de tristesse et d'espérance, les chants liturgiques ont élevé les âmes. Les mots du célébrant ont rappelé la foi et l'espérance chrétienne. La mort n'est pas une fin, mais un passage vers la vie éternelle. Ainsi s'achève un dernier au revoir, entre douleur du départ et espérance de la résurrection. La communauté de Tchankpamé se souvient d'un être dont la lumière continuera de briller dans les cœurs. Repose en paix, maman Eugénie. Cette édition se poursuit. Renaud Agbodjo, candidat du parti de l'opposition Les Démocrates à l'élection présidentielle d'avril 2026 au Bénin, ne sera plus actif sur la scène politique. Il l'a annoncé lors d'une déclaration de presse ce mardi 28 octobre 2025 après l'invalidation de sa candidature à la présidentielle du 12 avril 2026. Au cours de la rencontre avec les journalistes, il a également lancé un appel à Romuald Wadani, candidat des forces politiques de la mouvance présidentielle à cette élection. Au micro de Quentin Amosso, Nansirène Fatoumbi, Morissette Semasoussi et Diana Kouagou, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont commenté cette déclaration. Suivez plutôt. J'ai souhaité en toute liberté et en toute responsabilité reprendre la parole pour m'adresser à vous après la décision rendue par la Cour constitutionnelle depuis hier nuit, suite au recours exercé contre la décision de rejet de ma candidature et celle de M. Lodjou par la Commission électorale nationale autonome. C'est une décision malheureuse et dommageable, car j'ai été victime de dysfonctionnements internes à mon parti politique et d'adversités coupables. En tant que praticien du droit et attaché à la légalité, je suis bien obligé, malgré moi, de prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle. En dépit de toute ma déception et surtout la tristesse et le désarroi dans lesquels cette décision a plongé des millions de nos compatriotes qui, à travers ma candidature à l'élection présidentielle, espéraient vivement un changement de cap dans la direction des affaires de notre pays. J'ai été particulièrement marqué par toute la ferveur et la liesse populaire que ma désignation en qualité de candidat du parti Les Démocrates à la prochaine élection présidentielle a suscité. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Je voudrais également témoigner toute ma reconnaissance au président Thomas Boni Yayi, président du parti Les Démocrates, pour la confiance qu'il a placée en la jeunesse béninoise
à travers le parrainage de ma candidature. Mais malheureusement, ce coup d'essai n'a pu se transformer en coup de maître. Et nous connaissons tous les raisons internes au parti qui ont eu pour corollaire le rejet de ma candidature par la Sénat. À titre personnel et en tant que chrétien et homme de foi, je n'éprouve aucune rancœur et aucun ressentiment à l'égard de qui que ce soit. Notamment l'honorable Sodjinou Michel, à qui j'exprime mes regrets. J'invite donc le peuple béninois à en faire de même et à ne poser aucun acte de violence ou de représailles afin de préserver la paix sociale et la concorde. Tout ceci fera partie malheureusement de notre histoire commune, car cette élection, comme bien d'autres, ne sera ni inclusive ni consensuelle, malgré l'indication donnée par les pères fondateurs de l'historique Conférence nationale des forces vives. Mais nous devons préserver la paix et utiliser toutes les voies de dialogue possibles pour le règlement de nos différends. Tirant donc les leçons de toute cette expérience exaltante, au cours de laquelle j'ai pu défendre des hommes et femmes politiques de premier plan pendant près d'une décennie, pour le respect des libertés et de la démocratie, je pense après moult réflexions qu'il est peut-être temps de faire une pause. Je voudrais donc annoncer à la nation béninoise mon retrait de la vie politique béninoise pour quelque temps, afin de me consacrer beaucoup plus à ma famille, à mon cabinet et à mes proches. C'est une décision extrêmement difficile, mais longuement réfléchie. Je voudrais en outre, et avant de conclure, m'adresser aux candidats retenus par la Sénat pour la prochaine élection présidentielle du 12 avril 2026 et particulièrement aux plus jeunes de ces candidats. Monsieur le ministre d'État Romuald Wadagni, votre responsabilité dans la conduite de la destinée du Bénin sera grande. Vous êtes brillant et compétent. C'est un secret de polichinelle. Mais le peuple béninois est attaché à la liberté, à la justice sociale et à la réconciliation de tous ses fils privés de liberté et contraints à l'exil. Je vous exhorte, en cas de victoire, et c'est tout le mal que je vous souhaite, de mettre tout en œuvre afin de réunir toutes les sensibilités politiques, économiques et sociales autour d'une même table pour une réconciliation vraie, sincère et pour le bonheur des Béninois. La deuxième et dernière journée du sommet Climate Change Afrique 2025 s'est achevée ce mardi au Palais des Congrès de Cotonou. 2 jours d'échanges intenses au cours desquels les acteurs africains du climat ont posé les bases d'un engagement renouvelé pour la transition énergétique et la résilience du continent. Le reportage avec Elisabeth Iladja et Anaël Vianedo. Le sommet Climate Change Afrique 2025 s'est achevé ce mardi 28 octobre au Palais des Congrès de Cotonou dans une ambiance d'engagement et d'espoir pour l'avenir du continent. Des résolutions, d'importantes décisions pour permettre au climat de ne pas être une fatalité mais une opportunité. J'ai eu la conviction que le climat peut ne pas être une fatalité, pas notre action. Que le climat peut devenir une opportunité pour agir, trouver des solutions. Et donc une chance de, n'est-ce pas, réduire la fracture, le gap qu'il y a entre nos pays et les pays développés. Et c'est ça la partition que j'ai compris qu'il faut jouer dans cette situation, l'action étant l'épine dorsale, l'ADN de ceux qui veulent aller directement aux solutions pour avancer. 2 jours de sommet durant lesquels les acteurs politiques, experts, représentants de la société civile et partenaires ont partagé des réflexions et proposé des approches de solutions pour relever les défis climatiques. Tout le succès de cet événement.
je vous le dis tout de suite, ce sommet est un succès. Et si ce sommet est un succès, c'est parce que beaucoup d'entre vous y ont contribué. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est organiser un sommet en 3 semaines. Il se trouve qu'il y a 3 ans, on avait un sommet à Nantes, ma ville de vie, qu'on avait organisé en 2 mois et demi avec le gouvernement français dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Et on s'était dit à la fin du sommet, qui avait été assez difficile à organiser, plus jamais on organise un sommet en 2 mois. Alors les équipes avaient compris que du coup, on prendrait plus de temps. En fait, la phrase était à l'inverse. C'est que maintenant, on est capable d'organiser des sommets en 3 semaines. L'ensemble de ces travaux ont débouché sur la feuille de route de Cotonou sur le développement des énergies renouvelables. Nos échanges ont été fructueux et ont donné naissance à des documents qui traduisent des engagements concrets pour l'action. L'un des résultats de nos travaux sur l'atténuation est la feuille de route de Cotonou sur le développement des énergies renouvelables en Afrique. Cette déclaration d'action à mener affirme que les énergies renouvelables doivent être le socle de notre adaptation. Elles sont un outil central pour sécuriser l'accès à l'énergie, renforcer la résilience alimentaire et améliorer la santé de nos communautés. Nous avons insisté sur la nécessité d'une transition juste. Cela signifie que nos pratiques doivent être inclusives, garantir l'autonomisation des jeunes et des femmes et s'appuyer sur l'ensemble des acteurs des territoires. Au terme de ces 2 jours d'échange, le sommet Climate Change Africa 2025 aura une fois de plus confirmé la détermination des acteurs africains à bâtir un avenir plus résilient et durable. Un rendez-vous qui s'inscrit désormais comme une étape incontournable dans la lutte contre le changement climatique sur le continent. Le Haut Conseil des rois des chasseurs du Bénin a réuni hier mardi 28 octobre 2025 à Badekbarou, de la commune de Tchaourou, des chasseurs venus de toutes les régions du pays pour une grande rencontre nationale dédiée à la paix et à la cohésion sociale. C'est une initiative du jeune leader Ibrahim Farah. Le point dans ce reportage signé Abdelkader Achiro et Anel Vianedo. Préoccupé par une organisation des élections générales de 2026 dans la paix et la grande quiétude, le Haut Conseil des chasseurs du Bénin a réuni ce mardi 28 octobre 2025 à Badekbarou, dans la commune de Tchaourou, des chasseurs venus de toutes les régions du pays pour une grande rencontre nationale dédiée à la paix et à la cohésion sociale. Sous l'impulsion du jeune leader Ibrahim Farah, cette initiative invite les chasseurs à demeurer des artisans de paix durant la période électorale afin de préserver l'unité nationale. Fier de la réussite de cette mobilisation, l'initiateur, aux côtés du président du Haut Conseil, a salué la participation exemplaire de tous les représentants présents. Nous sommes très satisfaits de la tenue de cet événement. C'était même opportun. Les chasseurs traditionnels ne sont pas des instruments de division. Les chasseurs traditionnels sont des sentinelles de la paix, des garants d'un équilibre ancestral transmis de génération en génération. Leur présence massive et attentive à cet événement témoigne d'ailleurs de leur attachement à la paix, à l'unité nationale. Je les remercie beaucoup. Et je les invite à multiplier ces genres d'événements afin de sensibiliser du moins sur leur paix à rester à l'écart ou en marge des agitations partisanes et se mettre du côté de la paix. Dans son intervention, le président du Haut Conseil, Seydou Maman Aruna, alias Damasounan, a rappelé le rôle historique des chasseurs, celui de garant des valeurs républicaines et de la stabilité du pays. Nous, les chasseurs, notre domaine, c'est pour aller tuer les gibiers. Et pour défendre notre pays, pour les sans foi ni loi. Aujourd'hui, nous, les chasseurs, je vous jure, avec vous, non, nous tous les Bénins, la paix, c'est notre devoir
Et on doit cultiver la paix pour la nation. Le roi des chasseurs de Tchaourou a souligné la nécessité de tirer des leçons des regrettables événements du passé pour consolider la paix et renforcer les liens de fraternité entre les filles et fils du Bénin. Il y a eu des événements de 2019-2020. Beaucoup ont commencé par se diviser. Ce que nos aïeux nous ont laissé, ce n'est pas ça que nous suivons. Dans ma zone où je coiffe, en tant que président, je ne vais pas intervenir au-delà de là. Parce que je ne vais pas envoyer l'enfant d'autrui pour aller se faire tuer par son collègue. Aujourd'hui, comme il m'a parlé de la paix, je le félicite beaucoup. Les délégations venues de Parakou, Djougou, Kandi, Kouandé, Savé, Perere et d'ailleurs ont salué l'initiative d'Ibrahim Farah, promettant de devenir, dans leur localité, des messagers de la paix et de la cohésion. Pour eux, ce rassemblement marque un nouveau souffle pour le corps des chasseurs traditionnels, désormais engagés pour une mission citoyenne et apolitique au service de la stabilité nationale. Cette rencontre nous a fait savoir plus que chaque chasseur doit chercher comment faire pour avoir la paix dans sa zone. Notre réunion là, c'est très merveilleux. J'apprécie trop notre réunion là. Parce que la plupart de nous pensaient à ce qu'on fait le soulèvement. Or, le soulèvement n'est pas bon. Ça peut créer beaucoup de dégâts. Il faudra que nous prions pour que notre pays soit en paix. Il faudra qu'on fasse cette campagne en paix et qu'on trouve un bon président qui viendra nous amener la paix aussi comme l'ancien président. La rencontre de Badek-Parou restera comme un acte fort de patriotisme et de responsabilité civique. En choisissant l'unité plutôt que la division, les chasseurs du Bénin rappellent que les élections doivent rester une fête démocratique et non un champ d'affrontement. Un exploit de jeunesse et de clairvoyance, signé Ibrahim Farah, ce leader de la 8e circonscription électorale qui incarne la preuve vivante que la valeur n'atteint point le nombre des années. Hors de nos frontières au Cameroun, depuis la proclamation lundi 27 octobre par le Conseil constitutionnel de la réélection de Paul Biya pour un 8e mandat, des manifestations de colère dans plusieurs villes ont débouché sur des violences, des dégradations de bâtiments publics ou biens privés et de nombreux jeunes ont été arrêtés sans qu'aucun bilan n'ait pu être confirmé. Le ministre de l'administration territoriale a évoqué ce mardi de nombreux morts parmi les manifestants, des blessés parmi les forces de l'ordre, mais pas de chiffres. Les organisations de la société civile tentent de centraliser les informations sur les violences, mais aussi sur les arrestations. Face à l'incertitude de la situation politique, les chefs d'entreprise sont très inquiets. Direction la Tanzanie à présent, c'est également la période électorale. Les Tanzaniens sont passés au vote ce mercredi 29 octobre 2025. La présidente sortante Samia Suluhu Hassan, arrivée au pouvoir en 2021 après la mort de John Magufuli, se présente pour la première fois au suffrage national direct. Le scrutin intervient dans un contexte marqué par une forte présence sécuritaire, des candidatures contestées et des tensions politiques, notamment à Zanzibar. Pour la chef de l'État, l'enjeu est de transformer une succession constitutionnelle en 2021 en mandat personnel validé par les urnes. Officiellement, 17 candidats ont été validés par la commission électorale. Le déroulement du scrutin intervient dans un contexte décrit comme tendu par plusieurs organisations de défense des droits humains. Amnesty International évoque un environnement marqué par la peur, citant les arrestations d'opposants, des pressions sur des médias, des intimidations de militants et des disparitions signalées ces dernières semaines. Selon les informations, la tension est particulièrement sensible à Zanzibar, archipel semi-autonome, membre de l'Union tanzanienne, historiquement disputé entre le CCM et l'opposition.
Direction, l'armée israélienne a publié un communiqué ce mercredi pour annoncer qu'elle continuera à appliquer le cessez-le-feu entré en vigueur début octobre. Le cessez-le-feu négocié sur la base du plan du président américain Donald Trump a apporté un certain répit pour les habitants de la bande de Gaza qui, par centaines de milliers, ont tenté de retrouver leur maison dans un territoire jonché de plus de 61 000 tonnes de gravats. Mercredi, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti que les dirigeants du mouvement islamiste ne bénéficieraient d'aucune immunité. Et voilà, chers internautes, c'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous très bientôt pour le même exercice. D'ici là, portez-vous bien.